Si tout dans l'univers était sorti selon le script de la physique, vous ne seriez pas là, ni moi, ni cette vidéo. L'air que vous respirez, les étoiles dans le ciel, chaque molécule de votre corps. Rien de tout cela ne devrait exister. Du moins, pas tout seul. Imaginez un instant que l'univers soit comme un jeu de cartes parfaitement équilibré. À chaque particule de matière créée au début de tout, aurait dû naître une d'antimatière. Comme si chaque carte rouge venait accompagnée d'une noire. Une sorte de miroir cosmique, avec des charges opposées, mais les mêmes propriétés. Seulement, pour une raison quelconque, l'univers a choisi un camp, et l'antimatière a simplement disparu. Mais a-t-elle vraiment disparu? Ou regardons-nous simplement de la mauvaise façon? Ces dernières années, des expériences menées au CERN, le plus grand laboratoire de physique des particules de la planète, approfondissent ce mystère. Ce qui est découvert est fascinant et en même temps frustrant. L'antimatière existe, peut être créée, peut être étudiée, mais elle refuse encore de nous dire pourquoi elle a perdu cette bataille cosmique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette histoire, de la prédiction mathématique de Dirac au comportement de l'anti-hydrogène dans la gravité. En passant par les forces fondamentales, les quarks et les positrons, les détecteurs de particules et les théories qui frôlent la science-fiction. Nous allons découvrir ce qui se passe vraiment avec l'antimatière au CERN. Et pourquoi cela peut changer tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. Tout ce que vous voyez, de l'écran du téléphone aux galaxies les plus lointaines, est fait de particules comme les protons, les neutrons et les électrons. C'est comme si vous ne voyiez que la moitié d'une photographie. Et, selon les lois de la physique, cela ne devrait être que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, elle serait composée d'antimatière, un univers en miroir avec les mêmes particules mais avec des charges opposées. Pensez-y comme si chaque personne au monde avait un jumeau identique, mais avec une personnalité complètement opposée. Pourtant, quand nous regardons autour de nous, nous ne trouvons pas ce côté B de la réalité. L'antimatière semble avoir disparu juste après le Big Bang. Cette énigme est connue sous le nom d'asymétrie baryonique, l'une des principales questions de la cosmologie moderne. Pour mieux comprendre, les baryons sont les particules lourdes comme les protons et les neutrons qui forment la matière ordinaire. L'asymétrie signifie qu'il existe beaucoup plus de matière que d'antimatière dans l'univers observable. C'est comme si la moitié des invités d'une fête gigantesque s'étaient simplement évaporés, ne laissant qu'un côté de la table occupé. Si matière et antimatière sont apparus en quantités égales, où sont passés tous les antiprotons, anti-électrons et antineutrons qui devraient être ici? Se seraient-ils annihilés avec leur version normale? Dans ce cas, pourquoi reste-t-il quelque chose? Pourquoi l'univers n'est-il pas seulement une mer de photons vides, résultat de milliards d'annihilations entre particules et antiparticules? Ce que nous savons, c'est que quelque chose, à un moment donné, a brisé la symétrie. Et cette rupture n'était pas petite, elle fut suffisante pour permettre la formation de toute la matière que nous connaissons. C'est comme si l'univers était une paire de balances parfaitement équilibrées et que quelqu'un avait placé un grain de sable supplémentaire d'un côté. Ce grain de sable cosmique a permis que vous soyez là, en train de lire ceci maintenant. Le défi actuel est de comprendre ce qui a causé ce déséquilibre. Serait-ce une faille dans la symétrie CP durant les premiers instants de l'univers? Quelques particules encore non découvertes qui a interféré dans les interactions fondamentales? Une force cachée? Quelle que soit la réponse, elle est encore dissimulée, peut-être juste là, entre les murs glacés d'un accélérateur de particules au CERN. L'idée qu'il pourrait exister une version inversée de la matière n'est pas née dans un laboratoire, mais dans les équations. C'est comme si les mathématiques avaient chuchoté un secret sur l'univers avant même que nous puissions l'entendre. En 1928, Paul Dirac, en tentant de concilier la mécanique quantique avec la relativité, arriva à une conclusion étrange. Ses calculs prédisaient des particules avec une énergie négative. Imaginez essayer de résoudre une équation et découvrir que la réponse inclut des nombres négatifs, là où il ne devrait y avoir que des positifs. Pendant longtemps, ceci fut vu comme une anomalie mathématique, une erreur dans les calculs, jusqu'à ce que, 4 ans plus tard, l'inattendu se produise. Carl Anderson, en analysant les traces laissées par les rayons cosmiques dans une chambre à brouillard, trouva quelque chose qui ressemblait à un électron, mais avec une charge positive. La chambre à brouillard fonctionne comme une sorte d'empreinte que les particules laissent en passant, permettant aux scientifiques de voir le chemin invisible des particules subatomiques. C'était comme trouver une personne qui marche à reculons, mais qui en tout le reste vous ressemble. C'était le positron.
le premier aperçu expérimental d'une antiparticule. Ce moment changea tout. Si l'électron avait un jumeau à charge inversée, qu'est-ce qui empêchait les protons et neutrons d'avoir aussi leurs équivalents? Et plus encore, pourraient-ils se combiner de la même façon, formant des atomes d'antimatière? La réponse vint petit à petit, comme les pièces d'un puzzle cosmique qui s'emboîtent. Avec l'avancée de la physique des particules, nous découvrîmes quelque chose de fascinant. Chaque particule fondamentale possède une contrepartie d'antimatière. Des quarks qui composent les protons, imaginez-les comme des briques microscopiques qui se combinent pour former des particules plus grandes, aux neutrinos presque indétectables. Ces neutrinos sont comme des fantômes qui traversent votre corps en ce moment précis, venant du Soleil et d'autres étoiles. Ainsi naquirent les concepts d'antiprotons, d'antineutrons et même d'antihydrogène. Avec cela, la physique des particules fit un bond. L'univers cessa d'être seulement un champ de force et de masse, et devint aussi un jeu de symétrie. La découverte du positron ne fut pas seulement un exploit technique, mais une confirmation que les équations de Dirac pointaient vers quelque chose de réel. Quelque chose qui était là-bas, attendant d'être trouvé. Et maintenant, presque un siècle plus tard, cette recherche est devenue une véritable course technologique. Des accélérateurs de particules et des détecteurs ultrasensibles chassent les antiparticules dans les endroits les plus improbables. Ce qu'ils découvrent va vous surprendre. Malgré son nom intimidant, l'antimatière n'est pas une entité chaotique ou imprévisible. En réalité, elle suit les mêmes règles que la matière ordinaire, mais à l'envers. C'est comme avoir une voiture qui fonctionne exactement comme la vôtre, mais avec la marche arrière à la place de la première. Un antiproton a la même masse qu'un proton, mais une charge négative. Un positron se comporte comme un électron, mais avec une charge positive. Au laboratoire, quand nous réussissons à produire et maintenir des antiparticules suffisamment longtemps, elles se montrent aussi stables que leurs sœurs normales, jusqu'au moment où elles se rencontrent, bien sûr. Là vient la fameuse annihilation, et tout devient pure énergie, suivant l'équation la plus célèbre d'Einstein. E égale mc au carré. C'est comme deux aimants de polarité opposée, qui, en se touchant, se neutralisent simplement dans une explosion de lumière. Cette obéissance aux règles devient encore plus fascinante quand nous prenons en compte l'environnement extrême où ces particules sont produites. Dans les accélérateurs de particules, comme le LHC au CERN, des collisions à très haute vitesse génèrent des moments qui rappellent le chaos primordial du Big Bang. Imaginez deux trains à grande vitesse qui entrent en collision frontale, mais au lieu de débris, surgissent des particules complètement nouvelles de l'énergie pure de la collision. C'est dans ce scénario que surgissent, pendant des millièmes de secondes, des antiparticules qui collisionnent et disparaissent aussitôt. Mais avec les technologies actuelles, nous réussissons à capturer certaines d'entre elles. C'est comme essayer d'attraper des gouttes de pluie avec un filet de pêche. Nous réussissons même à former des atomes entiers, comme l'antihydrogène, en combinant un antiproton avec un positron. Ce qui laisse les scientifiques perplexes, c'est que ces expériences ont montré que l'antimatière répond à l'électromagnétisme, à la force forte et même au principe d'équivalence de la relativité générale, tout comme la matière ordinaire. Ceci, en soi, est déjà une surprise. Beaucoup s'attendaient à trouver des différences plus flagrantes. Mais non. L'antimatière est bien élevée, presque trop polie. Et c'est justement pour cela qu'elle intrigue tant de physiciens. Si elle est si semblable, pourquoi a-t-elle été écartée par l'univers? Cette question nous mène à quelque chose de plus profond, les forces fondamentales et comment elles traitent ces particules. C'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Sur la grande scène de la physique, 4 forces fondamentales dirigent le spectacle cosmique. Pensez-y comme aux 4 éléments qui régissent tout dans l'univers. Gravité, électromagnétisme, force forte et force faible. C'est comme s'il y avait 4 chefs d'orchestre différents, chacun dirigeant sa propre orchestre de particules et d'interactions. En général, ces forces ne font pas de distinction entre matière et antimatière. La force forte, par exemple, celle qui maintient les noyaux atomiques collés malgré la répulsion électrique entre protons, maintient ensemble les quarks et antiquarks dans les noyaux de la même façon. C'est comme une colle universelle qui ne se soucie pas de savoir si vous collez du papier normal ou du papier miroir. Quant à l'électromagnétisme, responsable de tout ce qui implique des charges, depuis l'aimant de votre réfrigérateur jusqu'aux éclairs qui fendent le ciel, il attire le positron vers l'antiproton de la même façon qu'il attire un électron vers un proton. Ici, matière et antimatière dansent exactement le même pas, comme 2 couples faisant la même chorégraphie de chaque côté opposé du salon. Mais quand nous arrivons à la force faible,
le décor change complètement. Cette force, qui gouverne des processus comme la désintégration radioactive, quand des noyaux instables s'effondrent en libérant de l'énergie, introduit une particularité fascinante, la chiralité. Imaginez des particules qui tournent comme des vis, certaines se vissant vers la droite, d'autres vers la gauche. C'est comme si elle avait une préférence pour les droitiers ou gauchers dans le monde des particules. Elle préfère les particules avec un certain type de rotation, ou plutôt de main. Les physiciens disent, de façon presque poétique, que la force faible n'interagit qu'avec les particules gauchères et les antiparticules droitières. C'est comme si elle était un portier très spécifique, qui ne laisse entrer que les personnes qui font signe de la main gauche ou droite, selon qu'elles appartiennent au groupe A ou B. Ceci brise une symétrie importante, appelée symétrie CP, une règle fondamentale qui dit que l'univers devrait traiter également particules et antiparticules si nous inversons leurs charges et les regardons dans le miroir. Et depuis 1963, nous savons que ce déséquilibre est réel. Il apparaît dans des expériences avec des mésons, particules de courte durée de vie qui existent pendant des fractions de secondes. Et c'est l'un des rares indices que l'univers a, effectivement, un certain côté préféré. Cette rupture de symétrie est subtile, mais puissante. Après tout, s'il existe une force qui traite différemment particules et antiparticules, peut-être y a-t-il là un indice de cette fameuse asymétrie baryonique. Peut-être la force faible, même en étant la plus délicate des quatre, a-t-elle eu un rôle de poids dans les premiers millisecondes de l'univers. Pourtant, les modèles actuels montrent que cette différence n'est pas suffisante pour expliquer l'absence totale d'antimatière. C'est comme avoir une balance avec un léger déséquilibre, mais pas suffisant pour faire tomber tous les poids d'un côté. Cela nous amène à penser, et s'il y avait une autre force cachée, ou si la gravité gardait aussi une surprise? C'est exactement ce que les scientifiques ont décidé de tester de la façon la plus directe possible. Parmi toutes les forces fondamentales, la gravité est la plus mystérieuse et peut-être la plus mal comprise. Elle domine le cosmos à grande échelle, courbant l'espace-temps et maintenant les planètes en orbite, mais elle est incroyablement faible comparée aux autres forces. C'est comme si c'était un murmure au milieu de cris. Pour avoir une idée, la force électrique entre deux protons est 10 puissance 36 fois plus forte que la gravitationnelle entre eux. C'est la différence entre un ouragan et une brise presque imperceptible. Pour cette raison, pendant des décennies, mesurer ses effets sur l'antimatière fut presque une mission impossible. Pourtant, une question persistait parmi physiciens et cosmologues. L'antimatière tombe-t-elle vers le haut? En d'autres termes, est-elle repoussée par la matière ordinaire au lieu d'être attirée? Imaginez si l'antimatière était comme un ballon d'hélium dans le monde de la gravité, essayant toujours de flotter, loin de la matière normale. L'hypothèse était audacieuse, mais suffisamment intrigante pour motiver des expériences de haut niveau. C'est ainsi que naquit l'expérience Alpha, au CERN. L'objectif était simple en théorie, mais incroyablement complexe en pratique. Mesurer directement l'effet de la gravité sur l'antihydrogène, un atome neutre formé par un antiproton et un positron. Étant électriquement neutre, l'antihydrogène évite les interférences électromagnétiques. C'est comme isoler une seule voie dans un stade bondé. Ceci est crucial, car tout coup de pouce en dehors de la gravité pourrait compromettre les résultats. Le défi fut de maintenir ces atomes flottants dans un environnement ultra contrôlé, pratiquement sans influence externe. C'est comme essayer d'équilibrer des bulles de savon dans une pièce où le moindre souffle d'air pourrait tout gâcher. Et puis, au moment crucial, les lâcher pour voir, tombent-ils vers le bas ou vers le haut? Le résultat vint avec une précision inédite. En 2023, les chercheurs annoncèrent qu'environ 75% des atomes d'antihydrogène tombèrent vers le bas, avec une accélération d'approximativement 0,75 g, encore dans la marge d'erreur pour une gravité normale. C'est comme si vous lâchiez une pomme et qu'elle tombait presque à la vitesse attendue, mais pas parfaitement. Ceci suggère que l'antimatière est tirée vers le sol tout comme la matière. Pas de gravité négative ou de poussée cosmique mystérieuse. Ce fut un soulagement pour ceux qui défendent le principe d'équivalence de la relativité générale, mais aussi une petite déception pour ceux qui espérèrent une révolution en physique. Si même la gravité ne fait pas de différence, le mystère continue. Mais cela nous amène à une conclusion encore plus intrigante. Après tant d'efforts, des dizaines d'expériences et des décennies de théories, nous arrivons à une conclusion provisoire, mais puissante. L'antimatière est étonnamment semblable à la matière. C'est comme découvrir que votre reflet dans le miroir ne vous ressemble pas seulement, mais agit exactement comme vous dans presque toutes les situations.
Les 4 interactions fondamentales, avec en particulier l'électromagnétisme, la force forte et maintenant même la gravité, traitent l'antimatière de la même façon qu'elle traite la matière. La seule exception continue d'être la force faible, avec son étrange préférence pour les particules gauchères et les antiparticules droitières. Mais, malgré tout, cette différence observée est trop petite pour expliquer l'asymétrie de l'univers. Pensez-y un moment. Cela signifie que, dans un univers parallèle fait entièrement d'antimatière, les étoiles brilleraient, les planètes orbiteraient, et même des êtres d'antimatière pourraient exister, suivant les mêmes lois physiques qui régissent notre réalité. C'est comme s'il y avait 2 films identiques projetés simultanément, mais nous ne pouvons regarder que l'un d'eux. Avec cela, des théories plus radicales sont écartées une par une. L'hypothèse que l'antimatière pourrait avoir une gravité négative, par exemple, a perdu de sa force avec les données de l'expérience alpha. Nous sommes aussi de plus en plus confiants que la symétrie CPT continue de s'appliquer, c'est-à-dire que les lois fondamentales de la physique restent symétriques si nous inversons charge, parité et temps simultanément. Mais voici le paradoxe qui empêche les cosmologues de dormir. Si tout est si symétrique, pourquoi l'univers est-il si asymétrique? Où sont les antiprotons et antiquarks qui auraient dû survivre au Big Bang avec leur paire de matière? C'est comme si la moitié des acteurs d'une pièce de théâtre avaient simplement disparu de la scène, ne laissant qu'un côté de l'histoire être raconté. Ce qui reste, alors, c'est la recherche inlassable. La science ne ferme pas une question juste parce qu'elle n'a pas trouvé la réponse. Bien au contraire, elle continue de creuser, d'excaver, d'enquêter sur chaque piste. C'est comme un détective qui, même sans trouver le coupable, continue d'analyser chaque preuve. Que ce soit par le biais de détecteurs de particules de plus en plus sensibles, capables de capturer les murmures les plus faibles de l'univers, de simulations informatiques qui recréent les premiers instants après le Big Bang, ou de nouvelles versions du modèle standard, les physiciens continuent d'essayer de comprendre pourquoi nous existons. Peut-être la clé se trouve-t-elle dans des forces encore inconnues, cachées dans les dimensions que nous n'arrivons pas à percevoir. Peut-être dans des particules si exotiques que nous ne les verrons que quand nous mettrons à jour notre façon d'observer l'univers. Ou peut-être la réponse se trouve-t-elle dans quelque chose de si simple et fondamental que nous passons à côté sans nous en apercevoir. Ce que nous savons, c'est que chaque expérience au CERN, chaque collision de particules, chaque atome d'antihydrogène créé et étudié, nous rapproche un peu plus de la vérité. C'est comme si nous montions un puzzle cosmique, pièce par pièce, même sans savoir exactement à quoi ressemblera l'image finale. L'antimatière nous oblige à affronter une vérité profonde. Aussi loin que nous avancions, aussi loin que nous dévoilions les secrets du cosmos, l'univers garde encore des mystères qui peuvent changer complètement notre compréhension de la réalité. Et beaucoup d'entre eux restent bien hors de notre portée. Mais c'est justement cette recherche, cette gêne avec ce que nous ne savons pas encore, qui fait avancer la science. Chaque expérience au CERN, chaque collision de particules, est une tentative de comprendre pourquoi nous sommes ici et pourquoi nous sommes faits de quelque chose et non de rien. Pensez-y, votre existence peut être le résultat d'une asymétrie si subtile, si spécifique, que nous essayons encore de la comprendre. Vous êtes, littéralement, le produit d'un déséquilibre cosmique qui a permis à la matière de survivre au chaos primordial de l'univers. La question persiste. Pourquoi l'univers a-t-il choisi la matière? Peut-être la réponse nous attend-elle encore, cachée dans un coin silencieux de l'univers observable ou de l'invisible. Et jusqu'à ce qu'elle vienne, tout ce que nous pouvons faire, c'est continuer d'explorer, de questionner, d'apprendre et de nous émerveiller de ce qui a déjà été découvert. Après tout, savoir que l'antimatière se comporte comme la matière peut paraître peu pour qui cherche des réponses définitives. Mais pour qui comprend que chaque découverte est un pas vers l'inconnu, cela nous rapproche de quelque chose de beaucoup plus grand. La compréhension de pourquoi nous existons dans un univers qui, selon les lois de la physique, devrait être vide. Et si ce voyage vers l'inconnu vous inspire autant qu'il m'inspire, si vous voulez continuer d'explorer les mystères qui rendent notre univers si fascinamment impossible, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce que chaque vidéo est une nouvelle pièce du puzzle cosmique que nous montons ensemble. Après tout, la connaissance de notre place dans le cosmos n'est que le commencement.